Un millionnaire voit une mère célibataire en difficulté mendier de la nourriture. Ce qu'il découvre le laisse sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jonathan Morgan se tenait devant les immenses baies vitrées de son bureau Pentouse, contemplant la ligne d'horizon de Seattle tandis que la pluie martelait le verre. À 40 ans, il avait bâti un empire technologique dont la plupart ne pouvaient que rêver. Le logo de Morgan Technology brillait sur des immeubles à travers la ville, témoignage de sa réussite. Pourtant, un vide résonnait dans chaque recoin de sa vie. « Monsieur Morgan !» La voix de son assistante crépita dans l'interphone. « L'école de votre fils a appelé. Tyler attend que vous veniez le chercher. » Jonathan consulta sa montre et soupira. « Encore 3 heures de retard. Dites à Martin d'amener la voiture. » Ses doigts effleurèrent le cadre en argent sur son bureau, une photo de Charlotte, son sourire radieux malgré le lit d'hôpital où elle reposait. 3 ans s'étaient écoulés, mais la blessure restait vive. « J'essaie, Charlie », murmura-t-il à la photographie. L'ascenseur descendit 52 étages, chaque niveau l'éloignant davantage du sanctuaire où il s'enterrait dans le travail. Le travail ne faisait pas souffrir. Le travail ne lui rappelait pas les promesses qu'il peinait à tenir. La pluie s'abattait sans pitié lorsque Jonathan se glissa sur la banquette arrière de sa berline de luxe. D'abord l'école, puis la maison, ordonna-t-il à son chauffeur. Son téléphone vibra de notifications. Investisseur, développeur, le conseil d'administration exigeant des décisions que lui seul pouvait prendre. Lorsqu'ils arrivèrent à Westlake Academy, Tyler était assis seul sur un banc sous le portique, penché sur une tablette. À 10 ans, son fils reflétait déjà sa propre solitude. « Salut, champion, désolé pour le retard. » Tyler ne leva pas les yeux. « C'est pas grave. » « Sur quoi tu travailles ? » ?»« Projet de codage. » 2 mots. C'est tout ce que Jonathan obtiendrait. Le garçon monta dans la voiture, maintenant le mur entre eux qui grandissait à chaque match de foot manqué et à chaque réunion parents-professeurs oubliée. De retour au manoir, ils exécutèrent leur routine du soir comme des acteurs suivant des indications scéniques. Dîner servi par la gouvernante. Conversation minimale. Tyler se retirant dans sa chambre. Plus tard, Jonathan se tint sur le seuil de la chambre de son fils. Tyler s'était endormi, son livre de codage étalé autour de lui. La nature curieuse de Charlotte vivait à travers leur enfant. Il retira délicatement la tablette des mains de Tyler et remonta la couverture sur ses épaules. « Je lui ai promis que je serais là pour toi », murmura-t-il. « Je suis désolé d'échouer. » Jonathan se rendit à son bureau, se versa un scotch et contempla le portrait de famille datant de jours plus heureux. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il lui manquait ce qui comptait le plus, la chaleur qui emplissait autrefois ses murs. Demain serait différent, se dit-il. Demain, il s'efforcerait davantage d'honorer sa promesse à Charlotte. Mais demain apporterait des invités inattendus à sa porte. Des visiteurs qui remettraient en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la famille, le pardon et la guérison. Les essuie-glaces luttaient en vain contre l'averse tandis que Jonathan rentrait d'une autre soirée tardive au bureau. Son esprit oscillait entre les propositions d'acquisition et le projet de science de Tyler, à rendre le lendemain. Une autre obligation parentale qu'il avait à peine réussi à gérer. Un mouvement fugace attira son attention. Devant une petite épicerie se tenait une femme trempée jusqu'aux os, 4 petites filles identiques blotties contre ses jambes comme des canetons cherchant un abri. La femme semblait supplier le propriétaire du magasin, qui se tenait sur le seuil en secouant la tête. Jonathan ne sut pas pourquoi il s'arrêta. Peut-être était-ce l'affaissement défaitiste des épaules de la femme, ou la façon dont les petites filles, aucune n'ayant plus de 5 ans, se tenaient la main en une chaîne parfaite, leur couette blonde assortie collée à leur tête. Il sortit sous la pluie. « Tout va bien ?» La femme sursauta, rapprochant instinctivement ses filles d'elle. Elle avait été belle autrefois, Jonathan pouvait le dire, avant que l'épuisement n'ait creusé des orbites sous ses pommettes. « Nous allons bien, » dit-elle, bien qu'elles fussent manifestement tout le contraire. « Je vous ai entendu demander un crédit, » dit Jonathan doucement. « Laissez-moi vous aider. Nous n'avons pas besoin de charité. » La fierté brilla dans ses yeux malgré sa situation. L'une des petites filles tira sur la veste trempée de sa mère. « Maman, j'ai faim, » murmura-t-elle. La résolution de la femme s'effrita. « Je suis Sophia, » dit-elle finalement. « Voici mes filles, Lily, Rose, Daisy et Violet. » À l'intérieur du magasin,
Jonathan remplit un chariot tandis que les filles regardaient avec des yeux ébahis l'abondance. Elles se déplaçaient comme une seule unité, ne s'éloignant jamais de leur mère, ne parlant qu'à voix basse. Lorsque Violet, reconnaissable à une minuscule barrette papillon accrochée à ses cheveux mouillés, tendit la main vers un paquet de biscuits, elle la retira vivement et regarda sa mère avec crainte. « C'est bon, » dit Jonathan, ajoutant les biscuits au chariot. Chaque enfant mérite une gâterie. Au moment de payer, Jonathan remarqua Sophia qui comptait les articles, ses lèvres bougeant silencieusement. L'anxiété se lisait sur son visage. Il se demanda depuis combien de temps elle n'avait pas eu de repas correct. « Avez-vous un endroit où dormir ce soir ?» demanda-t-il alors qu'il chargeait les sacs de courses dans sa voiture. Sophia hésita. « Nous sommes entre deux logements. Il y a un restaurant au coin de la rue. Laissez-moi vous offrir à dîner pendant que nous trouvons une solution. » Au restaurant, les filles dévorèrent leur repas avec des manières soignées qui semblaient étrangement rodées pour des enfants si jeunes. Sophia picora sa nourriture, observant Jonathan avec des yeux lasses. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda-t-elle finalement. Jonathan pensa à Tyler, seul à la maison avec la gouvernante. « Je ne suis pas sûr, Harry. Mais je sais ce que c'est que de se sentir seul. » Pendant qu'il parlait, Sophia mentionna le nom de son ex-mari, Maxwell Pierce, et Jonathan faillit s'étouffer avec son café. Le même Maxwell Pierce qui lui avait volé sa technologie brevetée et avait failli détruire son entreprise des années auparavant. Il étudia la femme épuisée et ses 4 filles somnolentes. Les fillettes s'appuyaient maintenant les unes contre les autres, leurs visages identiques paisibles dans leur sommeil, peut-être pour la première fois de la journée. Le destin avait un drôle de sens de l'humour, livrant la famille de son ennemi à sa porte. « J'ai un appartement meublé au-dessus de mon garage », s'entendit-il dire. « Il est à vous si vous en avez besoin, juste le temps que vous vous remettiez sur pied. » Les yeux de Sophia s'emplirent de larmes qu'elle refusa de verser. « Pourquoi feriez-vous ça pour des inconnus ?» Jonathan regarda l'une des filles. Il pensa que c'était Daisy. Elle enroula ses petits doigts autour de la main de sa mère, même dans son sommeil. « Parce que personne ne devrait être seul sous la pluie, » dit-il simplement. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer à quel point ce moment de bonté changerait tout. La première nuit dans l'appartement du garage de Jonathan parut surréaliste à Sophia. Après des semaines de motel bon marché et de nuit dans leur voiture, les lits propres et le réfrigérateur bien garni semblaient un mirage qui pourrait disparaître avec la lumière du matin. Elle borda chacune de ses filles, leurs visages assortis paisibles dans leur sommeil. « Nous sommes en sécurité ce soir », murmura-t-elle, sans y croire tout à fait elle-même. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Jonathan se tenait sur le seuil avec une pile de serviettes et des pyjamas d'enfants portant encore les étiquettes de prix. « Ils sont peut-être un peu grands », dit-il en s'excusant. « J'ai demandé à ma gouvernante de les prendre. »« Merci », répondit Sophia, les mots encore mal à l'aise sur sa langue. « Pour tout. » Jonathan s'attarda, mal à l'aise. « Je devrais mentionner. Mon fils Tyler a 10 ans. Il ne sait pas encore que vous êtes là. Il n'est pas très doué avec le changement. » Nous non plus, admit Sophia. Plus tard, alors que les filles dormaient profondément pour la première fois depuis des mois, Sophia s'assit à la petite table de la cuisine. Le poids de leur situation l'accablait. Elle s'était enfuie avec seulement ce qu'elle pouvait emporter, laissant derrière elle une vie de confort matériel et de dévastation émotionnelle. Sa main trembla en ouvrant son carnet usé, feuilletant des croquis de design d'intérieur, des rêves d'une autre vie, quand elle était Sophia Coleman, étoile montante du monde du design de Seattle. Avant que Maxwell Pierce n'ait systématiquement sapé sa confiance en même temps que sa carrière. Une portière de voiture claqua à l'extérieur, la surprenant. Par la fenêtre, elle vit une berline noire et élégante dans l'allée. Une grande silhouette en émergea. L'enquêteur privé de Maxwell. Il les avait déjà trouvés. La peur lui serra la gorge tandis qu'elle rassemblait frénétiquement leurs quelques affaires. Elle devait partir immédiatement. Le coup de Jonathan à la porte la figea en plein mouvement. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant sa panique. « Quelqu'un surveille la maison » murmura-t-elle. L'expression de Jonathan se durcit alors qu'il jetait un coup d'œil à l'extérieur. « Marcus, mon chef de la sécurité. » Il hésita. « Sophia, je dois vous demander quelque chose. Votre ex-mari? Est-ce Maxwell Pierce de Pierce Innovation ?» Le sang quitta son visage. « Vous le connaissez? Nous avons eu des relations d'affaires. » La voix de Jonathan était soigneusement contrôlée. « Il a volé une technologie propriétaire à mon entreprise il y a 7 ans.
Il m'a presque ruiné avec les frais de justice pendant le litige sur le brevet. Sophia s'effondra sur une chaise. De toutes les personnes à Seattle qui auraient pu les aider, elles étaient tombées sur le pas de la porte du plus grand rival commercial de Maxwell. « Vous pensez que j'ai planifié ça ?» déclara-t-elle sèchement. « L'avez-vous fait ?»« Je ne savais même pas qui vous étiez avant que vous ne vous présentiez à l'épicerie, » dit-elle, croisant son regard directement. Maxwell ne partage pas ses ennemis commerciaux avec sa femme, juste sa colère à leur sujet. Jonathan étudia son visage. La technologie qu'il a volée, c'était un système de soutien pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Je l'ai développé après que Charlotte, ma défunte épouse, ait été diagnostiquée d'un cancer. Elle était enseignante spécialisée. Sophia ferma les yeux. Ça ressemble bien à Maxwell. Il a un talent pour prendre des choses significatives et les dépouiller de leur sens. Le silence entre eux vibrait d'une compréhension partagée. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Je comprendrai si vous voulez que nous partions. » Jonathan regarda vers la chambre où dormaient les 4 petites filles, puis revint à Sophia. L'ironie ne lui échappait pas, héberger la famille de l'homme qui l'avait presque détruit. « Vous restez, dit-il simplement. Ce qui s'est passé entre Maxwell et moi n'a rien à voir avec vos filles. Il finira par venir chercher. Qui les sait ?» Alors que Jonathan partait, Sophia retourna à la fenêtre. Le chef de la sécurité restait dans sa voiture, sentinelle contre l'obscurité. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa une petite lueur d'espoir. Dans sa propre chambre, Jonathan contemplait la photographie de Charlotte. « Que aurais-tu fait ?» murmura-t-il. La réponse vint clairement, Charlotte aurait déjà été en train de préparer des biscuits pour le petit déjeuner des filles. En bas, Tyler était assis, codant sur sa tablette, ignorant que son monde ordonné était sur le point de changer à jamais. Le lendemain matin arriva avec des présentations inconfortables. Tyler, encore en pyjama, se figea à la vue de 5 inconnus dans leur cuisine. Les quadruplés se blottirent derrière leur mère, 4 paires d'yeux bleus identiques l'observant avec prudence. « Tyler, » dit Jonathan avec une gaieté forcée, « voici nos invités. Elles vont rester dans l'appartement du garage pendant un certain temps. » L'expression de Tyler resta indéchiffrable. « Tu ne me l'avais pas dit. » C'était une décision soudaine, expliqua Jonathan, reconnaissant le mécontentement de son fils face à la perturbation de leur routine. Sophia s'avança, un sourire professionnel aux lèvres. « Je suis Sophia. Voici mes filles, Lily, Rose, Daisy et Violet. » Chaque fille fit une petite révérence lorsque son nom fut appelé, un mouvement rodé qui semblait étrangement formel pour des enfants de 5 ans. « Nous ne vous dérangerons pas » assura Sophia à Tyler. Jonathan regarda son fils se réfugier derrière le mur émotionnel qu'il avait perfectionné depuis la mort de Charlotte. « Tyler, pourquoi ne montres-tu pas aux filles ta salle de jeu? Elles pourraient aimer ton jeu de course. » Tyler regarda son père comme s'il avait suggéré de donner son héritage. « Ce sont des filles et ce sont des bébés. »« Nous avons 5 ans, » corrigea doucement Lily, ou peut-être Rose, pas des bébés. La simple déclaration de l'enfant habituellement silencieuse surprit tout le monde. 5 ans, c'est pratiquement des adultes, dit Jonathan en faisant un clin d'œil aux filles. Je parie que vous pourriez battre le score de Tyler au niveau 3. Un éclair de compétition traversa le visage de Tyler. Jamais de la vie. C'est moi qui détiens le record. Maman ne nous laisse pas jouer à des jeux, murmura Violet. Papa disait que ça nous rendait bruyantes. Un silence gêné emplit la cuisine. Jonathan et Sophia échangèrent des regards, une reconnaissance muette passant entre eux sur ce que cette déclaration révélait. « Eh bien, » dit Jonathan vivement, « ma maison a des règles différentes. Être bruyant est autorisé. » Cet après-midi-là, le son timide des rires d'enfants résonna dans le manoir habituellement silencieux. Jonathan interrompit son appel professionnel, attiré par ce son inconnu. Dans la salle de jeu, Tyler montrait son jeu de course aux filles, qui regardaient avec une attention captivée. « À ton tour, » dit-il à Daisy, lui tendant à contre-cœur la manette. Daisy la tint comme si elle allait exploser, mais son visage brillait de détermination alors qu'elle naviguait la voiture virtuelle sur le parcours, la langue coincée entre les dents en signe de concentration. « Tu n'es pas si nul, » concéda Tyler quand elle eut fini. Le plus grand compliment qu'un garçon plus âgé pouvait offrir. Dans la cuisine, Sophia frottait des comptoirs déjà propres. « Je peux mériter ma place, » insista-t-elle lorsque Jonathan la trouva. « J'étais designer avant tout ça. Je suis doué de mes mains. »
Vous n'avez pas besoin de nettoyer ma maison, dit Jonathan doucement. J'ai besoin de contribuer en quelque chose. Sa voix avait une pointe de désespoir. J'ai assez profité de la charité. La compréhension se fit jour chez Jonathan. Mon bureau a besoin d'être redécoré, dit-il. Le décorateur de l'entreprise l'a fait ressembler à des pompes funèbres. Peut-être pourriez-vous esquisser quelques idées? Le regard reconnaissant dans ses yeux lui dit qu'il avait trouvé la bonne approche. Ce soir-là, Jonathan observa depuis le seuil Tyler, de sa propre initiative, aider les quadruplés à construire un fort de couverture dans le salon. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de Charlotte. Peut-être que le manoir silencieux avait besoin de bruit, après tout. Le week-end apporta un ciel dégagé et Jonathan suggéra qu'il visite tout le parc du quartier. Tyler résista d'abord, mais la perspective de montrer aux filles sa structure d'escalade préférée finit par le convaincre. « Restez où je peux vous voir », rappela Sophia au quadruplé à leur arrivée, ses yeux scrutant le parc à la recherche de menaces. Une habitude prise pendant des mois à regarder par-dessus son épaule. Jonathan remarqua sa tension. « Marcus est garé de l'autre côté de la rue », dit-il doucement. « Juste par précaution. » Sophia lui lança un regard reconnaissant, bien que la vigilance constante fût épuisante. Le parc bourdonnait d'activités du week-end. Des familles jouant, des chiens poursuivant des frisbees, des adolescents se prélassant sur des couvertures. Une vie normale qui avait semblé si inaccessible quelques jours auparavant. « Regardez-moi » cria Tyler aux filles, escaladant l'échelle de corde avec une aisance consommée. 4 visages identiques levèrent les yeux avec admiration. « On peut essayer » demanda Lily, cherchant la permission de sa mère. « Restez avec Tyler. » Sophia hocha la tête, se détendant légèrement en s'asseyant sur un banc. Jonathan s'assit à côté d'elle. Elles ont l'air heureuses. C'est la première fois qu'elles jouent librement depuis, je ne me souviens plus combien de temps, admit Sophia. Maxwell avait des règles strictes sur le comportement en public. Elles devaient être parfaites, silencieuses, propres, bien élevées. 4 petites poupées identiques. Ce sont des enfants, pas des décorations, dit Jonathan, regardant Tyler aider Violet à franchir les barres de suspension, ses mains planant protectrices sous elle. Pour Maxwell, l'apparence était tout. Même avant leur naissance, ils planifiaient leurs tenues assorties, leur développement synchronisé. Les mains de Sophia se tordirent sur ses genoux. « Je suis resté trop longtemps. Je le sais maintenant. » Un cri les interrompit, non de joie mais de détresse. Tyler accourut vers eux, Violet à sa suite, en larmes, serrant quelque chose de cassé. « C'était un accident », expliqua rapidement Tyler. « Elle a glissé et est tombée sur ma manette de jeu. » Le visage de Violet se crispa de terreur. Elle tendit l'appareil cassé, son petit corps tremblant. « Je serai sage », murmura-t-elle. « Promis, je serai sage. » Cette supplique répétée brisa quelque chose dans la poitrine de Jonathan. Il s'agenouilla à sa hauteur. « Violet, les accidents arrivent. Personne n'est en colère. » La confusion remplaça la peur dans ses yeux. « Mais je l'ai cassé. »« Les choses peuvent être remplacées, » dit Jonathan doucement. « Pas les gens. » Violet jeta un coup d'œil à sa mère, cherchant confirmation que ce n'était pas un piège. Sophia hocha la tête, retenant ses larmes. « Et si on prenait une glace ?» suggéra Jonathan. « Pour tout le monde. » Plus tard, alors que les enfants dévoraient des cornets de glace à un stand voisin, Sophia montra à Jonathan des croquis qu'elle avait dessinés sur des serviettes en papier. Des designs de pièces élégants intégrant une technologie intégrée, des solutions de rangement innovantes et des touches ludiques. « C'est de qualité professionnelle, » remarqua Jonathan, sincèrement impressionné. « Juste des gribouillis, » rejeta Sophia, bien qu'une lueur de fierté ait brièvement traversé son visage. « Avant, je rêvais de mon propre studio de design, spécialisé dans les espaces familiaux qui ne sacrifiaient pas la sophistication. » Elle rangea les serviettes. « Une autre vie. »« Pourquoi pas celle-ci » demanda Jonathan. Avant qu'elle ne puisse répondre, Daisy apparut avec des mains collantes et un sourire barbouillé de chocolat. Le plus enfantin que l'une des filles ait paru depuis leur arrivée. « Merci pour aujourd'hui » dit doucement Sophia alors qu'ils rassemblaient les enfants pour partir. Elles en avaient besoin. Ce qui resta implicite, c'est que peut-être, ils en avaient tous besoin. La routine paisible qu'ils avaient commencé à établir vola en éclats le lundi matin lorsqu'Hélène, l'assistante personnelle de Jonathan, arriva au manoir pour leur réunion stratégique hebdomadaire. «
Je vois que nous avons des invités, remarqua-t-elle, son sourire professionnel n'atteignant pas tout à fait ses yeux alors qu'elle apercevait Sophia aidant les quadruplés à nouer leurs lacets dans le hall d'entrée. Un arrangement temporaire, expliqua brièvement Jonathan. La famille de Sophia avait besoin d'un endroit où rester. Le sourcil arqué d'Hélène en disait long, bien qu'elle n'ait rien ajouté. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau à domicile, Jonathan la surprit en train d'étudier Sophia avec un intérêt calculé. Le contrat Henderson a besoin de votre signature, dit Hélène, passant en douceur aux affaires. Et le conseil d'administration s'interroge sur le règlement du procès Pierce. Apparemment, des rumeurs circulent selon lesquelles Maxwell Pierce rencontre des difficultés financières. Jonathan garda une expression neutre. Ah oui? Rien de confirmé, poursuivit Hélène. Mais un timing intéressant avec vos invités. L'implication flottait dans l'air entre eux. Le contrat Henderson, lui rappela Jonathan, changeant de sujet. Plus tard cet après-midi-là, alors que Sophia emmenait les filles au parc du quartier, elle remarqua une voiture élégante garée de l'autre côté de la rue. Le conducteur semblait absorbé par son téléphone, mais les poils de sa nuque se hérissèrent, un avertissement familier. « Les filles, on rentre », dit-elle doucement, les rassemblant près d'elle. « Mais les balançoires » protesta doucement Rose. « Un autre jour, ma chérie. » Le ton désinvolte de Sophia masquait son cœur qui battait la chamade alors qu'elle les ramenait vers la propriété de Jonathan. Dans sa tour de bureau du centre-ville, Maxwell Pierce examinait des photographies étalées sur son bureau en acajou. Des images granuleuses montraient Sophia et les filles entrant dans la maison de Jonathan Morgan, jouant dans son jardin, montant dans sa voiture. Choix de sanctuaire intéressant, remarqua Maxwell à l'enquêteur privé qui se tenait devant lui. Elle est soit incroyablement manipulatrice, soit incroyablement chanceuse. Morgan ne semble pas au courant du lien, répondit l'enquêteur. Le sourire de Maxwell n'atteignit pas ses yeux. Comme c'est pratique pour eux deux. Il choisit une photographie, les filles riant en poursuivant des bulles de savon sur la pelouse manucurée de Morgan, et traça de son doigt leur visage identique. Mes filles méritent mieux qu'une mère qui abandonne leur père, dit-il doucement. N'êtes-vous pas d'accord? L'enquêteur savait qu'il valait mieux ne pas répondre. Ce soir-là, Jonathan trouva Sophia dans le jardin, regardant à travers la clôture en fer forger la rue au-delà. « Quelqu'un nous observait aujourd'hui », dit-elle sans préambule. Jonathan hocha la tête. Marcus l'a remarqué. Il a une plaque partielle. Il nous trouvera un jour ou l'autre, murmura Sophia. Maxwell obtient toujours ce qu'il veut. Pas cette fois, l'assura Jonathan, la voix ferme. Je fais installer des caméras de sécurité supplémentaires demain. Il hésita. Sophia, à quel point Maxwell est-il au courant de votre lien avec moi? Rien. Il gardait ses rivalités commerciales séparées de sa vie privée. Son rire n'avait rien d'amusant. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il me voyait comme une personne, juste une autre acquisition, comme ses entreprises. À l'intérieur de la maison, Tyler montrait au quadruplé comment coder un jeu simple sur sa tablette. Leurs exclamations ravies lorsqu'elle faisait bouger le personnage à l'écran résonnaient dans les pièces auparavant silencieuses. « Votre fils est doué avec elle », observa Sophia. « Il est différent avec elle ici », admit Jonathan. Plus comme le garçon qu'il était avant la mort de Charlotte. Alors qu'ils observaient les enfants par la fenêtre, Jonathan fit une promesse silencieuse. Quelle que soit la tempête que Maxwell Pierce préparait, ils la surmonteraient ensemble. Les tempêtes d'automne de Seattle arrivèrent avec une férocité inattendue ce soir-là. Le vent hurlait à travers les arbres, pliant les branches jusqu'à ce qu'elles raclent les fenêtres comme des doigts squelettiques. La foudre zébra le ciel, suivi d'un tonnerre qui ébranla les fondations du manoir de Jonathan. Tyler était assis avec les quadruplés dans le salon, construisant une forteresse élaborée de coussins et de couvertures. « C'est un abri anti-tempête », expliqua-t-il sérieusement, au cas où le courant sauterait. Comme invoqués par ces mots, les lumières vacillèrent une fois, deux fois, puis plongèrent la maison dans l'obscurité. Les filles haltèrent à l'unisson. « Ne vous inquiétez pas », la voix de Tyler parvint à travers l'obscurité. « J'ai des lumières de secours dans ma chambre. » Jonathan chercha son téléphone à tâtons, activant la lampe de poche. « Je vais vérifier les disjoncteurs. » Dans l'appartement du garage, Sophia se tenait figée dans la cuisine, les jointures blanches à force de serrer le comptoir. Sa respiration était courte, haletante, alors qu'un autre coup de tonnerre secouait les murs. Le faisceau de la lampe de poche de Jonathan la trouva là, tremblant violemment. « Sophia »
Sa voix semblait venir de loin. « Est-ce que ça va ?» Elle ne put répondre. Son esprit l'avait transportée vers une autre tempête, une autre panne de courant. La rage de Maxwell face à l'interruption de son travail. Le bruit du verre brisé, ses filles pleurant dans l'obscurité tandis qu'elle se tenait impuissante, paralysée par la peur. Jonathan s'approcha lentement, la reconnaissance se lisant sur son visage. « Vous faites une crise de panique, dit-il doucement. Concentrez-vous sur ma voix. Vous êtes en sécurité ici. » Il continua de parler, son ton calme, une bouée de sauvetage la ramenant au présent. Lorsque sa respiration se stabilisa enfin, la honte l'envahit. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Les tempêtes, elles déclenchent des souvenirs. Pas besoin de vous excuser, dit Jonathan, gardant une distance respectueuse. Après la mort de Charlotte, je ne pouvais pas passer devant un hôpital sans faire de crise d'angoisse. Tyler ne supporte toujours pas l'odeur de certains médicaments. Son aveu de vulnérabilité créa un pont entre eux. Maxwell utilisait les pannes de courant comme excuse, confessa Sophia, les mots se bousculant dans la sécurité de l'obscurité. Il disait qu'elle lui faisait perdre le contrôle. Les filles ont appris à se rendre invisibles pendant les tempêtes. Jonathan resta silencieux, lui permettant d'exprimer des années de vérité réprimée. Il ne les a jamais frappées, précisa-t-elle rapidement. Mais elles ont vu des choses que des enfants ne devraient pas voir. Entendu des choses? Sa voix se brisa. Quand j'ai finalement décidé de partir, il a menacé de les séparer, d'envoyer chaque fille chez un parent différent si je me battais pour la garde. Il a dit qu'aucun juge ne me croirait face à lui. Il avait tort, dit simplement Jonathan. Et j'ai d'excellents avocats. L'offre inattendue d'alliance flotta entre eux alors qu'un autre éclair illuminait brièvement leur visage, révélant une compréhension mutuelle. Nous portons tous des cicatrices, dit Jonathan doucement. Charlotte m'a appris que la guérison commence quand on arrête de les cacher. De la maison principale provenaient les rires enfantins de Tyler menant les quadruplés dans une aventure à la lampe de poche à travers les couloirs obscurs. Nos enfants semblent plus courageux que nous, observa Sophia. Ils sont résilients, convint Jonathan. Tyler n'a pas ri comme ça depuis avant le diagnostic de Charlotte. Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, écoutant la tempête à l'extérieur et les voix des enfants à l'intérieur. Deux âmes brisées trouvant une force inattendue dans une fragilité partagée. Quand le matin se leva, quelque chose avait changé entre eux. Pas de la romance, mais quelque chose d'aussi puissant, la confiance. Le lendemain de la tempête apporta des visiteurs inattendus. Un léger coup à la porte d'entrée révéla le docteur Rebecca Shen, la pédiatre renommée qui vivait 3 maisons plus loin, portant une trousse médicale. Jonathan, salua-t-elle chaleureusement. Marcus a mentionné qu'un des enfants pourrait être malade. Jonathan parut perplexe. Je ne pense pas. Un cri provenant de l'étage l'interrompit. Sophia descendit les escaliers en courant, des yeux blottis contre sa poitrine. Elle est brûlante de fièvre, expliqua Sophia, la panique perçant dans sa voix. Ça a commencé il y a 1 heure. L'attitude professionnelle du docteur Shen reprit le dessus. Jetons un coup d'œil. Dans la chambre d'amis, le médecin examina Daisy avec une efficacité douce tandis que ses sœurs regardaient anxieusement depuis le seuil. 3 visages inquiets identiques. Juste une fièvre virale, diagnostiqua le docteur Shen, mais nous voudrons la garder hydratée. Je vais écrire une ordonnance pour quelque chose pour gérer la fièvre. En rangeant sa trousse, le docteur Shen parla nonchalamment, mon mari et moi organisons un dîner de quartier tous les mois. Vous devriez vous joindre à nous ce vendredi, vous tous. L'invitation, si normale dans sa simplicité, fit monter des larmes inattendues aux yeux de Sophia. Plus tard dans la journée, Marcus arriva avec du matériel de sécurité supplémentaire. L'ancien officier militaire installa des caméras avec une précision méthodique, expliquant chaque composant à un Tyler attentif. Ces détecteurs de mouvement alerteront mon téléphone si quelqu'un s'approche de la propriété, expliqua Marcus, sa voix ne trahissant aucune curiosité sur la raison pour laquelle un riche PDG de la tech avait soudainement besoin d'une sécurité renforcée. Lorsqu'il aperçut les quadruplés observant depuis la fenêtre, Marcus leur adressa un rare sourire. « J'ai moi-même 3 filles, dit-il doucement à Jonathan. Elles méritent de se sentir en sécurité. » La semaine suivante apporta une autre addition à leur cercle grandissant lorsque Madame Harper, la conseillère d'orientation de l'école primaire, demanda une réunion après le premier jour des filles. « Les quadruplés sont remarquablement brillantes, dit-elle à Jonathan et Sophia.
Mais elles montrent des signes d'anxiété lorsqu'elles sont séparées, même dans des groupes de lecture différents. Au lieu de juger, Madame Harper offrit des solutions. L'art-thérapie a montré d'excellents résultats avec les enfants en phase de transition. Je pourrais recommander quelqu'un. Tout ce dont elles ont besoin, acquiesça Jonathan sans hésitation. Sophia le regarda avec une gratitude silencieuse, encore peu habituée aux décisions prises si facilement, sans calcul ni coup pesé contre la valeur. Ce soir-là, alors que Jonathan travaillait dans son bureau à domicile, Tyler apparut sur le seuil. « Papa, peut-on convertir la maison d'amis en atelier d'art pour les filles ?» Madame Harper a dit qu'elles avaient besoin d'un espace créatif. La réserve habituelle du garçon avait cédé la place à une détermination. « Je pourrais aider à construire des tables. » Jonathan étudia son fils, ce même garçon qui avait autrefois gardé son espace personnel avec une détermination farouche, cédant maintenant volontairement du territoire à 4 petites filles qui étaient devenues inexplicablement importantes pour lui. « C'est une excellente idée, » dit Jonathan, la gorge soudainement nouée par l'émotion. « Nous commencerons ce week-end. » Progressivement, sans reconnaissance formelle, un cercle protecteur se forma autour de leur foyer non conventionnel. Le docteur Chen apporta des vitamines pour enfants et des invitations. Marcus étendit son périmètre de sécurité sans qu'on le lui demande. Madame Harper partagea des ressources et des conseils avisés. La gouvernante de Jonathan, initialement sceptique, préparait maintenant des biscuits supplémentaires chaque fois que les filles visitaient la maison principale. Pour Sophia, qui avait été systématiquement isolée de ses amis et de son soutien par Maxwell, cette communauté spontanée ressemblait à un miracle. Des gens ordinaires faisant preuve d'une bonté ordinaire qui était, à sa manière, extraordinaire. Pour Jonathan, qui s'était retiré dans la solitude après la mort de Charlotte, ces nouvelles connexions le ramenaient à contre-cœur dans le monde des vivants. Pour les enfants, cela ressemblait simplement à un foyer. La tempête qui couvait finit par éclater avec une précision dévastatrice. Un instant, ils célébraient le 6e anniversaire des quadruplés dans le jardin, des ballons dansant dans la brise, un gâteau fait maison avec 4 bougies identiques attendant d'être allumées, et l'instant d'après, le chaos s'installa. Cela commença par un appel téléphonique. Le visage de Jonathan s'assombrit en écoutant, s'éloignant des festivités. Quand il revint, son expression était soigneusement composée, mais Sophia reconnut la tension dans sa mâchoire. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement tandis que les enfants jouaient à un jeu avec Tyler. Maxwell a déposé des requêtes de garde d'urgence invoquant l'aliénation parentale, expliqua Jonathan à voix basse. Et d'une manière ou d'une autre, la presse a reçu une information anonyme sur un riche PDG de la tech hébergeant l'épouse et les enfants en fuite de son rival commercial. Le sang de Sophia se glaça. Il vient nous chercher. Nous savions qu'il le ferait un jour ou l'autre. Jonathan lui serra la main d'un air rassurant. Mon équipe juridique est déjà en train de répondre. Ce qu'aucun des deux n'anticipa, c'est la rapidité et l'ampleur avec lesquelles Maxwell frapperait. Le soir même, des titres virulents remettaient en question les motivations de Jonathan à héberger la famille de son rival. Les publications économiques laissaient entendre un espionnage industriel. Les réseaux sociaux bourdonnaient de photos manipulées et de citations hors contexte. L'action de Morgan Technology a chuté de 15% aujourd'hui, rapporta sombrement Hélène lors d'une conférence téléphonique d'urgence. Le contrat Henderson vacille après des rumeurs selon lesquelles nous aurions utilisé une technologie volée à Pierce. Jonathan garda son sang-froid. Contrer chaque allégation avec des faits. Notre technologie est originale et brevetée. Mais l'attaque s'étendit au-delà des affaires. Alors que la fête d'anniversaire touchait à sa fin, l'alarme de sécurité retentit. La voix de Marcus parvint au téléphone de Jonathan, tendue mais contrôlée. « Monsieur, nous avons une intrusion au périmètre nord. » 3 individus masqués avaient escaladé la clôture, vandalisant la propriété avec des messages peints à la bombe. Voleurs d'enfants et briseurs de ménage défiguraient les murs immaculés. Bien que l'équipe de Marcus ait appréhendé un auteur, le mal était fait. Les enfants étaient blottis dans la pièce sécurisée, un espace renforcé que Jonathan avait installé après que le diagnostic de Charlotte l'eut rendu paranoïaque quant à la sécurité de Tyler. Les quadruplés se serraient les unes contre les autres tandis que Tyler se tenait protecteur à proximité, son jeune visage solennel, empreint d'une nouvelle responsabilité. « Nous devons partir », murmura Sophia plus tard cette nuit-là, après le départ de la police. « Nous vous mettons en danger, toi et Tyler. » « C'est exactement ce que Maxwell veut, rétorqua Jonathan. « T'isoler à nouveau.
Il n'arrêtera pas. Des larmes coulaient sur le visage de Sophia. Il va détruire tout ce que tu as construit. Qu'il essaie. La voix de Jonathan était empreinte d'une détermination inébranlable. Mon entreprise a survécu à sa première attaque. Nous survivrons à celle-ci. Au matin, ils avaient déménagé dans un appartement sécurisé dans un immeuble appartenant à la société de Jonathan, une forteresse temporaire. Pendant qu'ils se regroupaient, les enfants manquèrent une semaine d'école. Jonathan travaillait à distance, menant des batailles sur plusieurs fronts tout en gardant bonne mine pour le bien de 5 enfants qui observaient les adultes avec des yeux inquiets. Dans le silence de la nuit, quand les enfants dormaient enfin, Sophia dessinait désespérément des plans pour des espaces qui pourraient ne jamais exister, des rêves d'un avenir de plus en plus incertain. Le bruit des pas de Jonathan la ramenait à la réalité. « Des nouvelles ?» demandait-elle. « Nous tenons bon », répondait-il, la lassitude dans sa voix trahissant le poids de leur résistance. Pourtant, malgré l'assaut calculé de Maxwell, quelque chose d'inattendu se produisit. Ils ne cédèrent pas. Au lieu de cela, cette famille improvisée se serra davantage les coudes sous la pression, trouvant dans l'adversité partagée une force qui aurait pu mettre des années à se développer en temps de paix. L'appartement sécurisé devint leur monde pendant les 3 semaines suivantes. Malgré son mobilier luxueux, l'espace semblait confiné après la liberté tentaculaire du domaine de Jonathan. Les enfants s'adaptèrent avec une résilience remarquable. Tyler convertit la table de la salle à manger en une station de codage improvisée où il enseignait patiemment au quadruplé les bases des jeux de programmation. Jonathan travaillait sans relâche depuis la 2e chambre qu'il avait transformée en centre de commandement de bureau. De multiples écrans affichaient les fluctuations du marché, les mémoires juridiques et les flux de sécurité de sa propriété principale. Des cernes sombres se formèrent sous ses yeux alors qu'il menait des batailles sur tous les fronts. L'action de Morgan Technologies se stabilise, rapporta-t-il un soir. Une petite victoire dans leur guerre en cours. Notre contre-requête a temporairement bloqué la demande de garde d'urgence de Maxwell. Sophia s'était approprié un coin du salon, étalant ses créations sur le sol une fois les enfants couchés. Ce qui avait commencé comme un exutoire thérapeutique évolua en quelque chose de plus substantiel. Des plans détaillés pour des maisons spécifiquement conçues pour les familles recomposées, avec des caractéristiques innovantes favorisant à la fois la convivialité et l'espace personnel. « C'est exceptionnel », remarqua Jonathan, examinant son travail lors d'une rare pause dans la gestion de crise. « Juste pour m'occuper », minimisa Sophia, bien que ses mains lissent amoureusement les bords de chaque dessin. « Non », insista Jonathan. Cela pourrait être la base d'un portfolio de design légitime. Une étincelle s'alluma dans les yeux de Sophia, un espoir qui avait été méthodiquement éteint pendant ces années avec Maxwell, ravivé maintenant avec prudence. « Je dois prouver que je peux subvenir aux besoins de mes filles, » dit-elle doucement, au cas où. La peur inexprimée flottait entre eux. Cette nuit-là, après avoir examiné un autre mémoire juridique décevant, la résolution de Jonathan vacilla. Il s'assit seul dans la cuisine obscure, le doute s'insinuant comme un ennemi familier. « Maxwell a des relations partout », avoua-t-il lorsque Sophia le trouva là. Juge, chef d'entreprise, politicien. Et si je ne pouvais pas tous vous protéger ? Sans hésitation, Sophia posa sa main sur la sienne. Tu as déjà fait plus que quiconque n'aurait fait. Mais ce n'est plus seulement ton combat. Elle lui montra le portfolio de design qu'elle avait assemblé, un travail qui mettait en valeur ses talents professionnels ainsi qu'un plan d'affaires pour un studio spécialisé dans les espaces de vie thérapeutiques. Nous sommes plus forts ensemble, lui rappela-t-elle. Tu te bats avec des ressources d'entreprise. Moi, je me bats avec tout ce que j'ai en tant que leur mère. Sa détermination tranquille restaura la sienne. Il n'était plus Jonathan et Sophia menant des batailles séparées, mais un front uni. Les enfants aussi formèrent leur propre alliance. Tyler s'était autoproclamé protecteur des quadruplés, leur enseignant un système de communication codé pour l'école. Les filles, à leur tour, aidèrent à guérir quelque chose en lui qui était brisé depuis la mort de sa mère. « Papa, » dit Tyler un soir, sa voix plus animée que Jonathan ne l'avait entendue depuis des années, « je pense que nous devrions aider Sophia à lancer son entreprise de design. Je pourrais construire son site web. » À cet instant, en regardant l'expression sérieuse de son fils, Jonathan réalisa qu'ils avaient déjà remporté la victoire la plus importante. Ils étaient devenus une famille, forgée au feu de l'adversité. Le palais de justice se dressait comme une forteresse, tout en pierre et en autorité. Sophia serra la main de Jonathan alors qu'il montait les marches, ses jointures blanches de tension.
Derrière eux, Marcus et 2 autres agents de sécurité formaient une barrière protectrice contre les photographes qui se bousculaient pour obtenir la meilleure position. « Souviens-toi, tu n'as rien fait de mal », lui rappela doucement Jonathan. « La vérité est de notre côté. » La vérité, cependant, semblait fragile face au charisme étudié de Maxwell Pierce. Il attendait dans la salle de médiation, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Son expression traduisait une préoccupation parfaite, une performance de maître pour la médiatrice nommée par le tribunal. « Sophia », salua-t-il, sa voix sirupeuse d'une fausse chaleur. « J'ai été si inquiet pour nos filles. » Jonathan la sentit trembler à côté de lui, mais sa voix resta ferme, « Ce ne sont pas des biens, Maxwell. » La médiatrice, une femme aux cheveux d'argent et aux yeux perspicaces, les dirigea vers des côtés opposés d'une table polie. Ceci est une session préliminaire pour déterminer si nous pouvons parvenir à un accord sans autre litige, expliqua-t-elle. Monsieur Pierce a exprimé son inquiétude quant au départ soudain de ses filles de leur domicile. Leur domicile n'était plus sûr, déclara fermement Sophia. Le masque de Maxwell glissa brièvement, révélant un éclair de fureur froide avant que sa façade de père préoccupé ne revienne. Ma femme a été soumise à un stress énorme. Je ne veux que ce qui est le mieux pour notre famille. Pendant 3 heures interminables, ils se tournèrent autour avec des mots soigneusement choisis. Maxwell se présenta comme le père blessé, désespéré de retrouver ses filles bien-aimées. Son avocat mit en avant des distinctions professionnelles, des dons de bienfaisance et des témoignages de moralité attestant de sa réputation exemplaire. Lorsque ce fut au tour de Sophia de parler, elle hésita d'abord, des années de conditionnement la faisant douter de sa propre voix. Puis elle sentit la présence stable de Jonathan à ses côtés, et quelque chose changea. « Je suis restée silencieuse pendant 6 ans, commença-t-elle. J'ai cru Maxwell quand il disait que personne ne me croirait face à lui. Je l'ai cru quand il disait qu'il séparerait nos filles si j'essayais de partir. » Sa voix se renforça à chaque mot. « Je ne suis plus cette femme. » Le vent tourna davantage lors de la visite supervisée avec les filles. Les quadruplés, autrefois entraînés à une obéissance parfaite en présence de leur père, l'approchèrent maintenant avec une réserve prudente. Quand Maxwell tenta de les charmer avec des cadeaux coûteux et des promesses de poney, elles jetèrent des regards incertains à leur mère. « Nous aimons notre nouvelle école », lui dit poliment Lily. « Et Tyler nous apprend à coder », ajouta Rose. « Monsieur Jonathan ne crie pas quand on renverse des choses », dit innocemment Daisy. Chaque simple déclaration frappa Maxwell comme des coups physiques. Ses filles avaient goûté à la liberté et l'avaient trouvé insuffisant en comparaison. Lorsque les filles choisirent de mettre fin à la visite plus tôt, demandant à rentrer à la maison avec Jonathan et Tyler, la façade soigneusement construite de Maxwell se fissura complètement. Dans le couloir du palais de justice, par la suite, il accula Sophia pendant que Jonathan parlait avec leur avocat. « Tu peux avoir la garde », siffla Maxwell, la voix basse et dangereuse. « À une condition. Tu quittes Seattle immédiatement et tu coupes tous les liens avec Morgan. Sinon, je le détruirai, lui, son entreprise et sa réputation. » Sophia soutint son regard sans ciller. « C'est de ça qu'il s'agit ? Ta rivalité avec Jonathan ? Il s'agit de ce qui est à moi, » gronda Maxwell. « Tu as 24 heures pour décider. » L'ultimatum planait sur Sophia comme un nuage d'orage. Quitter Jonathan et obtenir la garde de ses filles, ou rester et risquer de tout perdre. Lorsqu'elle partagea enfin la menace de Maxwell avec Jonathan ce soir-là, sa réaction la surprit. « C'est ta décision, » dit-il doucement. « Quoi que tu choisisses, je te soutiendrai. » Sophia étudia son visage, l'homme qui était devenu son improbable champion au cours des derniers mois. « Tu nous laisserais partir, après tout ce que tu as fait. »« Je détesterais ça, » admit Jonathan. « Mais je comprendrais. Les filles passent en premier. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Hélène. Sa voix habituellement calme était teintée d'excitation. « Vous devez venir au bureau maintenant. Amenez Sophia. » Chez Morgan Technology, ils trouvèrent une visiteuse inattendue qui attendait dans la salle de conférence, Vanessa Ellis, l'ancienne assistante de direction de Maxwell, serrant une clé USB comme une bouée de sauvetage. « J'ai travaillé pour Monsieur Pierce pendant 7 ans, » expliqua-t-elle, les mains tremblant légèrement. J'ai été témoin de choses. Quand j'ai vu les nouvelles sur la bataille pour la garde, je ne pouvais plus rester silencieuse. La clé contenait une véritable mine d'or numérique,
des enregistrements audio des colères de Maxwell, des documents financiers montrant des efforts systématiques pour saper l'indépendance de Sophia, et des courriels discutant de plans pour utiliser les enfants comme moyen de pression. Il gardait tout, expliqua Vanessa. Il n'a jamais pensé que quelqu'un oserait l'utiliser contre lui. À mesure que les preuves s'accumulaient, le soutien de la communauté grandissait. Des employés de Morgan Technology se manifestèrent avec des témoignages sur les pratiques commerciales contraires à l'éthique de Maxwell. Le docteur Chen fournit des dossiers médicaux documentant les symptômes d'anxiété des filles. Des voisins qui avaient été témoins de la transformation des quadruplés écrivirent des attestations de moralité sur le rôle parental de Sophia. La directrice de l'école, Madame Harper, et même Tyler préparèrent des déclarations sur les changements positifs qu'ils avaient observés chez les filles depuis qu'elles avaient quitté le contrôle de Maxwell. « C'est comme voir des fleurs s'épanouir après un long hiver », écrivit Madame Harper avec éloquence. Ces enfants grandissent enfin dans leurs personnalités individuelles. Les preuves les plus accablantes provenaient des propres dossiers commerciaux de Maxwell. L'enquêteur privé qu'il avait engagé avait tout documenté, y compris les tentatives illégales de Maxwell de saboter Morgan Technology et le vandalisme orchestré de la maison de Jonathan. Face à l'accumulation de preuves, les avocats de Maxwell suggérèrent un règlement. Le tribunal accorderait à Sophia la garde exclusive, Maxwell bénéficiant de droits de visite limités et supervisés. Son entreprise ferait l'objet d'une enquête distincte pour violation de l'éthique des affaires. Dans le calme qui suivit la victoire, Jonathan se trouva à sa propre croisée des chemins. Cette famille qui était entrée par hasard dans sa vie lui était devenue précieuse d'une manière qu'il n'aurait pas cru possible après la mort de Charlotte. Pourtant, il se demandait s'ils avaient besoin d'espace pour guérir sans son implication. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il à Sophia alors qu'il regardait les enfants jouer dans le jardin de sa maison. Leur maison, à nouveau. Le sourire de Sophia contenait à la fois de la gratitude et quelque chose de plus profond. « Nous reconstruisons. Nous tous, ensemble. » Les menaces de Maxwell étant neutralisées par des accords juridiques et des enquêtes en cours, un nouveau sentiment de permanence s'installa sur leur arrangement autrefois temporaire. La vaste propriété de Jonathan, autrefois monument à sa réussite solitaire, bourdonnait maintenant de l'activité de cette personne trouvant leur place entre ses murs. Un samedi matin ensoleillé, Jonathan appela tout le monde à la table du petit déjeuner pour une annonce. Tyler s'assit à côté de lui, vibrant pratiquement d'excitation alors qu'il déroulait des plans d'architecte sur la table. « Nous travaillons là-dessus depuis des semaines », expliqua Jonathan tandis que les quadruplés tendaient le cou pour voir. Des plans pour rénover l'aile de la propriété. Le dessin détaillé montrait un studio de design professionnel relié à un centre d'apprentissage avec des espaces individuels adaptés aux intérêts de chaque enfant. « Cette zone serait votre quartier général de design », expliqua Jonathan à Sophia, indiquant un atelier lumineux avec des espaces de réunion clients dédiés. Et ces petites pièces seraient personnalisées pour chaque enfant, un coin musique pour Lily, un coin lecture pour Rose, un espace sportif pour Daisy et un atelier d'art pour Violet. Et mon laboratoire de codage relie tout, ajouta fièrement Tyler. J'ai aidé à concevoir les fonctionnalités de la maison intelligente. Les doigts de Sophia tracèrent les plans avec une merveille tremblante. C'est permanent, si vous le voulez, dit doucement Jonathan. La rénovation devint un projet communautaire. Le mari du docteur Chen, ingénieur électricien, aida à câbler les systèmes de la maison intelligente. Marcus supervisa l'intégration de la sécurité. Madame Harper consulta sur les espaces d'apprentissage. Même certains employés de Jonathan se portèrent volontaires les week-ends pour aider à la construction, travaillant aux côtés d'entrepreneurs professionnels. Pour les quadruplés, le moment le plus significatif vint lorsque Jonathan leur présenta des palettes de couleurs pour leurs espaces individuels. « Des couleurs différentes ?» demanda Lily, sa voix fluette empreinte d'incrédulité. « Tout est différent », l'assura Jonathan. « Vous pouvez chacune choisir ce qui vous convient. » Les filles échangèrent des regards identiques d'étonnement avant de sélectionner prudemment leurs préférences. Lily choisit des bleus sereins, Rose gravita vers des jaunes chauds, Daisy sélectionna des verts énergiques, et Violet, fidèle à son nom, adopta différentes nuances de violet. Ces choix simples, leur premier véritable exercice d'expression individuelle, marquèrent un tournant profond dans leur développement. Pour Sophia, regarder son studio prendre forme, brique par brique, démantela les derniers murs d'incrédulité. Lorsque l'enseigne Design 4 fleurs fut installée au-dessus de l'entrée, elle resta sans voix, des larmes coulant sur son visage. « Je n'aurais jamais cru pouvoir avoir ça », avoua-t-elle à Jonathan.
Pas seulement le travail, mais la liberté de créer. C'est toi qui as fait ça, lui rappela Jonathan. Ton talent, ta résilience. J'ai juste fourni l'espace. Alors que la construction touchait à sa fin, ils travaillèrent côte à côte, plantant un jardin qui relierait tous les nouveaux espaces, Jonathan creusant des trous tandis que Sophia dirigeait le placement. Les enfants couraient partout avec des arrosoirs et des paquets de graines. Sous la chaude lumière de l'après-midi, couverts de terre et riants, ils ressemblaient à ce qu'ils étaient devenus, une famille reconstituée à partir de morceaux brisés, plus forts aux endroits recousus. Un an après que Sophia et ses filles furent arrivées par cette nuit pluvieuse, Jonathan organisa une cérémonie spéciale. Le matin se leva, frais et clair, parfait pour l'occasion qu'il avait planifiée comme une surprise pour leur nouvelle famille recomposée. Alors que le petit déjeuner se terminait, Jonathan regarda autour de la table les visages qui étaient devenus son monde. « Tout le monde, j'ai quelque chose à vous montrer dehors. » Tyler, maintenant âgé de 11 ans et grandissant de jour en jour, menait les quadruplés avec la familiarité confortable d'un frère aîné. Les filles, autrefois indiscernables dans leurs vêtements identiques et leurs manières soignées, se déplaçaient maintenant avec une confiance individuelle. Lily portait son étui à violon partout, Rose apparaissait rarement sans un livre sous le bras, Daisy portait des vêtements de sport à chaque occasion, et les doigts de Violet étaient perpétuellement tachés de peinture. Sophia marchait à côté de Jonathan, sa main trouvant naturellement la sienne alors qu'il suivait les enfants dans le jardin. La transformation en elle au cours de l'année écoulée était remarquable. Son entreprise de design prospérait, spécialisée dans les espaces adaptatifs pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Le regard hanté qui avait autrefois assombri ses yeux avait été remplacé par une confiance tranquille. Près de la zone nouvellement aménagée derrière l'aile et rénovée, une équipe de paysagistes attendait. À côté d'eux se trouvaient 5 jeunes cerisiers et un spécimen plus grand et plus mature, leur motte de racines soigneusement emballée. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Sophia, une surprise sincère dans la voix. Les yeux de Jonathan croisèrent les siens avec une signification tendre. « Ce sont des cerisiers Yoshino. Ils sont connus pour leur résilience et leur beauté. » Il désigna les 5 jeunes plants, un pour chaque enfant, pour qu'ils grandissent à leur côté. Les enfants se rassemblèrent, examinant leurs arbres avec curiosité. « Et le grand ?» demanda Tyler, désignant l'arbre mature. « Celui-là, » dit Jonathan, sa voix s'adoucissant, « représente notre famille. Nous tous, ensemble. » Les paysagistes aidèrent chaque enfant à planter son arbre, expliquant comment tasser doucement la terre autour des racines. Sophia regardait avec des yeux brillants ses filles, autrefois si timides et effrayées, enfouir avec confiance leurs mains dans la terre, riant lorsqu'elles se salissaient les vêtements au lieu de paniquer à l'idée d'une punition. Lorsque les 6 arbres furent plantés en un cercle gracieux, Jonathan sortit un petit coffre en bois avec un couvercle à charnière. Au Japon, il existe une tradition d'enterrer des trésors sous les arbres familiaux, expliqua-t-il, bien qu'il improvisât ce rituel pour leurs circonstances uniques. Chacun de nous placera quelque chose de spécial à l'intérieur, quelque chose qui représente ce que cette famille signifie pour nous. Jonathan commença, plaçant dans la boîte le premier croquis de design que Sophia lui avait jamais dessiné, un simple rendu sur serviette de ce qui deviendrait son studio. Sophia ajouta un bracelet artisanal, la première tentative maladroite de Tyler en matière de création de bijoux, qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Tyler contribua avec une clé USB. « Elle contient le premier jeu que les filles et moi avons programmé ensemble », expliqua-t-il. Chacune des quadruplés ajouta son propre gage. Lily plaça une fleur séchée de leur première visite au parc. Rose contribua avec une page de son livre d'histoire préféré. Daisy ajouta une petite médaille de football. Et Violet inclut une miniature à l'aquarelle qu'elle avait peinte d'eux tous ensemble. Le dernier objet que Jonathan plaça dans la boîte surprit tout le monde. Une simple alliance en or. « Ce n'est pas une demande en mariage », précisa-t-il rapidement, voyant l'expression surprise de Sophia. « Pas encore. C'est une promesse que quoi qu'il arrive, quel que soit l'avenir, nous sommes connectés maintenant. Une famille par choix, et non plus seulement par les circonstances. » Alors qu'ils enterraient le coffre sous l'arbre central, Jonathan regarda les visages qui l'entouraient. Tyler se tenait grand et protecteur à côté des quadruplés, n'étant plus le garçon isolé et endeuillé qu'il avait été. Les filles, autrefois des copies identiques façonnées par la peur, s'épanouissaient maintenant avec des personnalités distinctes. Et Sophia, forte, résiliente Sophia, regardait tout cela avec un contentement paisible qui avait autrefois semblé impossible. « Faisons une promesse », suggéra Jonathan. Chaque année,
nous nous réunirons ici pour voir comment nos arbres ont grandi et pour nous souvenir du chemin parcouru. Et ajouter de nouveaux trésors, demanda Rose, pensant toujours aux histoires et à leur suite. Absolument, acquiesça Jonathan. Notre histoire ne fait que commencer. Alors que les enfants s'élançaient pour jouer, Sophia resta aux côtés de Jonathan, tous deux regardant les arbres nouvellement plantés se balancer doucement dans la brise. Tu sais, dit-elle doucement, il y a un an, je ne pouvais pas imaginer un avenir. Maintenant, je ne peux pas en imaginer un sans tout ça, sans toi. La main de Jonathan trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant comme des racines cherchant force et connexion. Aucun mot n'était nécessaire à ce moment-là, juste la compréhension silencieuse de deux personnes qui s'étaient trouvées au milieu de leurs morceaux brisés et avaient créé quelque chose d'entier. Au-dessus d'eux, le soleil printanier filtrait à travers les branches fraîchement bourgeonnantes, projetant des motifs de lumière tachetée qui semblaient danser avec promesse à travers le jardin qu'ils avaient construit ensemble. Au fil des saisons et à l'arrivée d'un nouveau printemps, les cerisiers qu'ils avaient plantés fleurirent en une élégante synchronicité. Les plus petits arbres, représentant chacun un enfant, avaient remarquablement grandi, tandis que l'arbre familial central étendait ses branches protectrices sur eux tous. Comme Jonathan l'avait promis, ils se réunirent sous les arbres pour commémorer une année depuis leur cérémonie spéciale. Tant de choses avaient changé au cours de ces 12 mois. L'entreprise de design de Sophia, Design 4 Fleurs, était passée d'une jeune pousse à une firme respectée son approche innovante, intégrant la technologie de Morgan Technology, créer des environnements qui aidaient les enfants à s'épanouir malgré des défis physiques ou développementaux. Jonathan avait également réorienté son entreprise, développant une gamme de technologies éducatives inspirées en regardant Tyler enseigner au quadruplé. Leur collaboration avait insufflé un nouveau souffle à Morgan Technology, reliant le succès commercial de Jonathan à quelque chose de plus significatif que les marges bénéficiaires. Les filles, maintenant âgées de 7 ans, s'étaient épanouies aussi distinctement que les fleurs dont elles portaient le nom. Lily avait découvert un talent remarquable pour la musique, ses petits doigts dansant sur les cordes du violon avec une grâce naturelle qui arrachait des larmes aux auditeurs. Rose avait avancé de 2 niveaux scolaires en lecture, dévorant les livres avec une curiosité insatiable et commençant à écrire ses propres histoires. Daisy avait rejoint une ligue de football junior, son énergie débordante trouvant une expression parfaite sur le terrain. Les œuvres d'art de Violet ornaient maintenant les murs de toute leur maison, sa perspective unique capturant des émotions qui démentaient son jeune âge. Tyler, à 12 ans, était devenu plus grand que Sophia, sa silhouette maladroite de préadolescent laissant entrevoir le jeune homme qu'il deviendrait. N'étant plus l'enfant retiré et endeuillé d'autrefois, il avait trouvé sa voie en tant que frère aîné protecteur que les quadruplés adoraient. Ses projets de codage incluaient désormais une technologie adaptative pour les enfants handicapés, inspirée par le travail de sa mère et l'imagination débordante de ses nouvelles sœurs. Alors que la famille se rassemblait sous les arbres, entourée d'amis proches devenus une famille élargie, le docteur Chen et son mari, Marcus et ses filles, Madame Harper et Hélène ou Jonathan s'éclaircit nerveusement la gorge. L'année dernière, nous avons enterré des trésors sous cet arbre, commença-t-il, ses yeux rencontrant ceux de Sophia, y compris une bague qui représentait une promesse, pas encore une demande en mariage, mais une possibilité. Une attente silencieuse s'installa sur l'assemblée alors que Jonathan prenait la main de Sophia. Aujourd'hui, c'est une demande en mariage, dit-il simplement. De sa poche, il sortit un petit écrin de velours contenant une bague avec 5 petites pierres précieuses entourant un diamant central plus grand. 5 pierres, une pour chacun de nos enfants, nous entourant. Les yeux de Sophia s'emplirent de larmes tandis que leur public retenait collectivement son souffle. Ils avaient construit quelque chose de précieux ensemble. Pas seulement une relation, mais une vraie famille, forgée à travers l'adversité et renforcée par le choix. Nous n'avons pas choisi comment nos chemins se sont croisés, poursuivit Jonathan. Mais nous choisissons maintenant de marcher ensemble, non pas parce que nous avons besoin l'un de l'autre pour la sécurité ou la protection, mais parce que la vie est infiniment meilleure lorsque nous la partageons. Oui, murmura Sophia, sa voix ferme et sûre. Notre réponse est oui. Des acclamations éclatèrent autour d'eux alors que les enfants se précipitaient, les enveloppant dans une étreinte de groupe. Tyler, habituellement prudent quant à l'affichage de ses émotions, serra son père férocement dans ses bras. Les quadruplés dansaient autour d'eux, leurs personnalités individuelles brillant à travers leur joie partagée. Lily tournoyant élégamment, Rose récitant une poésie impromptue, Daisy bondissant athlétiquement, et Violet planifiant déjà les décorations du mariage. Plus tard, alors que les amis partaient et que le soir s'installait sur leur maison,
la famille se rassembla dans ce qui avait été autrefois le salon solitaire de Jonathan. L'espace, comme tout le reste, s'était transformé. Des œuvres d'art d'enfants accrochées à côté d'élégants croquis de design, des jouets se mêlant à des prototypes technologiques, preuve de cette vie interconnectée remplissant chaque recoin. Sous la douce lumière des lampes, Jonathan regarda Tyler aider les filles à construire une énième forteresse de couverture, une tradition qui avait survécu depuis leur premier jour ensemble. Leur rire résonnait dans des pièces autrefois hantées par le silence et le chagrin. Sophia le rejoignit, s'installant naturellement à ses côtés. « Aurais-tu jamais imaginé ça ?» demanda-t-elle doucement, « quand tu t'es arrêté pour nous aider, cette nuit pluvieuse ?» Jonathan pensa à Charlotte, dont le souvenir restait honoré dans leur maison. Il croyait qu'elle aurait approuvé la famille qu'ils avaient créée, différente de ce qu'il avait perdu, mais belle à sa manière. Non, Tani. Mais c'est la meilleure partie des secondes chances. Elle t'emmène dans des endroits où tu n'aurais jamais pensé aller. Dehors, les cerisiers se dressaient, imperturbables, dans le jardin. 5 arbres plus petits entourant un plus grand, grandissant plus fort ensemble qu'aucun n'aurait pu le faire seul. Comme la famille qu'ils représentaient, ils avaient résisté aux tempêtes et survécu à des saisons de dormance pour fleurir plus magnifiquement qu'auparavant. Leur histoire n'avait pas commencé comme un conte de fées, mais comme des voyages séparés de perte et de survie. Pourtant, leur fin, ou plutôt, leur nouveau départ, s'était entrelacé pour créer quelque chose d'encore plus significatif. Une famille choisie, construite et chérie par tous ceux qui en faisaient partie. 5 roses, jadis flétrissant dans l'obscurité, s'épanouissaient maintenant dans la lumière de l'appartenance. Et l'homme qui avait autrefois tout, mais rien qui ne compta vraiment, avait trouvé une richesse incommensurable dans le simple miracle de l'amour donné et reçu.